Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho, une semaine de l'écho consacrée à la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Démission contrainte et finalement suspendue du Premier ministre libanais Saad Hariri, purge de princes et de ministres, guerre au Yémen, boycott du Qatar. Le jeune prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman bouscule au risque de déstabiliser la région. De son côté, l'Iran est renforcé par son contrôle d'une partie de l'Irak et de la Syrie. Alors dans cette rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, l'enjeu est aussi économique, deux puissances pétrolières mais aussi deux ambitions pour faire face à la chute du prix du pétrole. Mohamed Ben Salman recherche un nouveau modèle et l'Iran tente une politique d'ouverture contrecarrée aujourd'hui par Donald Trump. Alors Riyad ou Téhéran, qui peut gagner la guerre économique? On en débat tout de suite avec mes trois invités. J'ai le plaisir de recevoir Clarence Rodriguez. Bonjour. Bonjour. Journaliste, auteur de Arabie Saoudite 3.0, parole de jeunesse de la jeunesse saoudienne, et c'est chez Éric Bonnier. David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut français d'analyse stratégique, bonjour, également à l'IPSE et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégie. Également avec nous en duplex de Beyrouth, Karim Sader, bonjour, politologue et maître de conférence à l'université de Saint-Joseph de Beyrouth. Clarence Rodriguez, le prince héritier Mohamed Ben Salman, jeune prince saoudien, 32 ans, impétueux, on l'a vu, il a lancé un vaste plan de réforme, un plan de réforme post-pétrole intitulé Vision 2030. Il est censé moderniser le pays. Est-il finalement un moderne et en quoi consiste ce plan qu'il appelle également Neom? Enfin, il veut créer une grande cité qui s'appelle Neom, également une mégapole. Alors, tout d'abord, commencer par ce plan Vision 2030 qui a été lancé donc, le 26 avril 2016 et qui est, si vous voulez, la conséquence de la chute du prix du baril de pétrole pour permettre à cette Arabie Saoudite donc, de ne plus être inféodée uniquement à la rente pétrolière. Il veut diversifier l'économie. Exactement, il veut diversifier l'économie parce que, si vous voulez, ça c'est important, ce sont des chiffres. L'Arabie Saoudite est passée donc, de 3,5% du PIB, c'est la croissance, je parle de la croissance, 3,5% du PIB en 2015 à 1,2% en 2016. Donc, oui, il est même à 0,1% aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, il n'a fait que baisser voilà. cette croissance. Donc, il essaie de mettre en place, donc, ce programme. Et ça passe inéluctablement par des réformes sociétales. Parce qu'il ne peut pas mener à bien donc, ce programme qui tend justement donc, à diversifier donc, l'économie, sans passer, par exemple, permettre aux femmes de travailler davantage. Mais vous dites dans votre livre que finalement, aujourd'hui, si les femmes peuvent conduire, enfin, s'il veut les autoriser justement à conduire, c'est pour des raisons économiques avant tout. Avant tout. Pour les faire travailler. Grâce finalement à la crise, c'est peut-être un petit peu malheureux, mais en tous les cas, ça profite donc à toutes ces femmes qui souhaitent donc utiliser donc la voiture. Je le précise puisque c'est tout récent, le 24 juin prochain, donc c'est arrêté. Elles vont pouvoir donc conduire, mais et donc travailler. Et travailler. Donc, mais encore une fois, si vous voulez, c'est aussi la conséquence de cette politique qu'a mené l'Arabie Saoudite contre notamment les Américains. Vous savez, il faut quand même revenir un peu à la genèse, c'est-à-dire que par rapport au gaz et pétrole de schiste, donc en quelque sorte, l'Arabie Saoudite s'est tiré une balle dans le pied. Parce que les Américains ne devaient plus importateurs, parce qu'aujourd'hui, ils produisent. Absolument. Donc du coup, l'Arabie Saoudite devient un concurrent. L'Arabie Saoudite, les Américains deviennent des concurrents sérieux donc en matière d'énergie. Et donc, tout découle, si vous voulez, de cette politique au sein même de donc, il a une vision un peu moderne de l'économie, David Rigoulet-Rose. Vous confirmez? Qu'est-ce que c'est exactement que cette mégapole, un projet pharaonique de 500 milliards de dollars avec des voitures autonomes, des drones, des énergies propres? C'est vraiment l'Arabie Saoudite 3.0. Oui, alors c'est un remarquable directeur de la communication et du marketing. Hein. C'est ça qu'on peut dire. Parce qu'il y a le chiffre faramineux de 500 milliards de dollars, effectivement, c'est une zone, une mégapole sur la mer Rouge, qui est censée être fondée sur le développement durable, etc. Mais enfin, pour l'instant, c'est un budget qui est quand même, somme toute, assez théorique. La question, il n'a fait qu'annoncer pour l'instant. Oui, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des investisseurs sur ces questions. Et c'est tout l'enjeu quand même. C'est que la stratégie effectivement de Mohamed Ben Salman, notamment dans son plan Vision 2030, c'est d'attirer les investisseurs. Et comme vous le rappeliez, effectivement, on ne peut pas dissocier les réformes sociétales des réformes économiques, parce que les deux sont intimement liés. C'est pas Alors c'est un peu une ruse de l'histoire d'une certaine manière, tant mieux pour les femmes, mais c'est vrai que c'est pas forcément le critère premier qui a été à l'origine de cette mesure, justement. Il s'agit
de favoriser l'accès des femmes au marché du travail, tout simplement parce qu'il y a un marché du travail qui est beaucoup trop comprimé et que pour diversifier, il faut élargir, il faut saoudiser l'économie, que ça soit pour les hommes ou pour les femmes. Ça posera un problème d'ailleurs, parce qu'il y a un problème d'employabilité et de formation de manière sous-jacente, et c'est un enjeu considérable d'ailleurs qui est souligné. Mais en tout cas, il y va, c'est son intention. Il essaie de moderniser, d'ailleurs il a annoncé devant ce parterre d'investisseurs étrangers il y a un mois qu'il voulait moderniser l'islam, que l'islam serait beaucoup plus tolérant. Donc, et puis alors très important aussi, c'est qu'il a mis à l'index la police religieuse, la fameuse Motawa, qui a moins de prérogatives dans les rues de Riyad ou en Arabie Saoudite. Cette police religieuse qui empêchait donc cette population de respirer est de plus en plus invisible. Voyez, donc ça c'est aussi important. Mais je crois que pour parler des investisseurs, ces investisseurs ont besoin d'être rassurés. Aujourd'hui, je crois que les investisseurs ne le sont pas assez. Ils ne sont pas assez rassurés. Ils sont dans l'expectative aujourd'hui, donc et la crainte. Karim Sader, Mohamed Ben Salman, vous êtes en direct de Beyrouth, je le rappelle, a annoncé pour 2018 la mise sur le marché de 5% du capital de Saudi Aramco, justement, la compagnie nationale pétrolière qui était évaluée à 2000 milliards de dollars pour justement financer son plan. Est-ce qu'il a les moyens de son ambition finalement ? C'est un petit peu difficile de répondre à cette question. Alors d'abord, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été dit. Alors effectivement, je pense que je suis d'accord en partie sur le fait que les mesures sociétales, comme par exemple l'autorisation de conduire octroyée aux femmes pour l'année prochaine, sont destinées, sont liées à des questions économiques. Mais je pense aussi qu'elles sont liées à des questions politiques. Mohamed Ben Salman, quelque part, est en train de consolider son pouvoir personnel. On a quand même vu récemment donc, cette vague d'arrestations absolument spectaculaire qui donc indique et qui est révélatrice d'une chose, c'est qu'on se dirige en Arabie Saoudite vers un système autoritaire, autocratique. Alors, non pas que l'Arabie Saoudite n'était pas un système, une monarchie autoritaire, mais elle reposait sur un consensus à l'intérieur d'une famille très large. Aujourd'hui, elle se dirige vers la concentration des pouvoirs entre une seule main, ou un clan extrêmement restreint, qui est le clan donc du roi Salman et de son fils surtout, Mohamed Ben Salman, qui va s'apprêter à devenir donc le futur roi. Donc il a besoin quelque part, un peu comme le faisaient les dictateurs qui ont été balayés par les derniers printemps arabes, je pense à Ben Ali ou encore Moubarak, il a besoin de montrer aux Occidentaux qu'il est un monarque éclairé et qu'il instaure des mesures libérales, etc., pour justement masquer en quelque sorte ou pour enjoliver l'aspect autocratique de son pouvoir qui, en tout cas, c'est ce que semble indiquer les derniers événements dans l'Arabie Saoudite. Alors, concernant... Ces moyens, oui. Alors, concernant donc ces moyens, je pense que d'abord, il va devoir alors, en plus des mesures sociétales, le prince héritier doit instaurer des mesures alors je cherche le terme, des mesures, en tout cas, drastiques auprès de la population. Des mesures, voilà, d'austérité, c'est le mot que je cherchais, pardon. Donc, des mesures d'austérité, parce que comme donc, ça a bien été souligné, pour financer, donc, sortir d'une économie pétro-rentière et de la dépendance aux hydrocarbures, qui aujourd'hui ne rapporte pas assez, parce que les prix du pétrole ont énormément chuté. Et on peut déjà dire au revoir, même adieu, à la période où les prix du pétrole avaient dépassé les $100. Toute cette époque-là est révolue. Donc, l'Arabie Saoudite a besoin de diversifier son économie, et pour ça, elle va devoir instaurer des mesures d'austérité. Et c'est là, justement, où, pour répondre à votre question, il y a un grand point d'interrogation. C'est est-ce que cette société qui a été habituée à une économie pétro-rentière, à ce qu'on a appelé la realpolitik, c'est-à-dire l'achat de la paix sociale grâce à la rente pétrolière, est-ce qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, elle peut être habituée à fonctionner comme une économie libérale moderne, c'est-à-dire de payer des taxes, des impôts? Alors, l'année prochaine, il va y avoir l'instauration d'une TVA. Je pense à 5%, je ne sais pas si quelqu'un peut me confirmer, mais je pense qu'elle est fixée à 5%. Donc c'est une première en Arabie Saoudite. Et c'est un immense changement effectivement de modèle économique, ce que vous évoquez.
Absolument. Et on s'attend également à ce qu'il y ait une suppression de la subvention des prix du carburant, également de l'eau. Il faut savoir, quand on va en Arabie Saoudite, il faut comprendre un peu comment fonctionne la société. L'eau, par exemple, en Arabie Saoudite, personne ne paye l'eau parce qu'on considère que l'eau est une propriété de Dieu. Donc, vous voyez, il y a des véritables réformes profondes et structurelles à mener pour moderniser l'économie. Et je me demande dans quelle mesure... Voilà, je me demande dans quelle mesure le futur roi, qui a quand même ce défaut, alors certains pourraient voir ça comme une qualité, d'agir dans la précipitation. Est-ce qu'il va pouvoir, dans la précipitation, demander aux Saoudiens des sacrifices et de fonctionner d'une manière différente d'avant, sachant que derrière, il y a le spectre d'une révolte politique qui est toujours là et qui fait peur à cette monarchie. Il nous reste 1 minute. Clarence, vous vouliez commenter cela? Justement, ça va être difficile de bouleverser ce modèle économique, passer d'une économie pétrolière à une économie justement hors pétrole. C'est très juste ce que vient de dire Karim Sader. A-t-il les reins assez solides? A-t-il la vision, les moyens? N'oublions pas qu'on est quand même dans une société ultra conservatrice. C'est pas une majorité de la population qui souhaite donc, qui aspire en tous les cas à la modernité. Les jeunes, oui, c'est pour ça qu'il met beaucoup les jeunes en avant. Il parle c'est entre 65 et 70% de la population qui est jeune. Il a également les femmes qui sont derrière, mais ça va être très compliqué. 80% des travailleurs sont des étrangers en Arabie Saoudite. Absolument. Donc vous imaginez que si alors c'est vrai que tout à l'heure vous le disiez, David Rigoulet-Rose, vous parliez de la saoudisation. La saoudisation, c'est quoi? C'est de permettre l'introduction et l'emploi des Saoudiens, des autochtones dans les sociétés. Mais attention. Les employés, oui, mais avec une qualification. Et quelle qualification? Alors, effectivement, il faut que ça suive du côté de l'éducation. Or, pour le moment, en Arabie Saoudite, il y a une élite et puis le reste de la population. Oui, c'est tout le problème. C'est d'ailleurs la grande différence avec l'Iran. Parce que dans le cas de l'Iran, c'est justement pas une élite qui est formée, c'est une grande partie de la population. Et donc là, il y a une vraie opposition avec l'Iran. On va y revenir, bien sûr, juste après le journal. Vous restez avec nous. Bienvenue dans la deuxième partie de la semaine de l'écho, une semaine de l'écho consacrée cette semaine à la rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Je suis toujours en compagnie de Clarence Rodrigues, journaliste, auteur de Arabie Saoudite 3.0, parole de la jeunesse saoudienne, chez Éric Bonnier, de David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut français d'analyse stratégique et à l'IPSE, et en duplex de Beyrouth, Karim Sader, politologue et maître de conférence à l'Université de Saint-Joseph de Beyrouth. On a beaucoup évoqué l'Arabie Saoudite dans la première partie. Eh bien, on va démarrer avec l'Iran, qui aussi connaît une modification de son modèle économique. En tout cas, essaye, puisque l'Iran a connu en 2015, je vous rappelle, un accord sur le nucléaire, l'accord des pays du P5+1, un accord qui consistait finalement à mettre en place des restrictions envers l'Iran afin de garantir que le programme nucléaire iranien n'ait pas de débouchés militaires. Et en échange, des sanctions économiques étaient levées, des sanctions économiques qui ont asphyxié l'économie iranienne. David Rigoulet-Rose, finalement, lorsqu'on regarde ces quelques années justement après cet accord de 2015, la levée des sanctions internationales n'a pas véritablement eu les résultats escomptés. Finalement, ils attendaient un afflux d'investissement de 50 milliards de dollars par an. En tout cas, c'est ce que disait le président Hassan Rouhani. On en serait à peu près à 2 milliards seulement injectés dans l'économie iranienne. Comment expliquer? C'est vrai que le bilan est mitigé par rapport aux attentes probablement surévalué de la population iranienne, parce qu'il y avait quand même un certain nombre d'hypothèques qui pesaient. Alors, ce que ça a permis, en tout cas l'accord, c'est que ça a permis le retour sur le marché pétrolier de l'Iran, ce qui n'est pas négligeable, puisque aujourd'hui l'Iran produit à nouveau plus de 4 millions de barils, en exporte 2 millions, à peu près 2,5 millions. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un retour de l'acteur iranien sur le marché pétrolier. Donc il devient un concurrent sérieux de l'Arabie Saoudite. Oui, c'est sûr que ça pose un problème effectivement à l'Arabie Saoudite, parce que jusqu'à présent, c'était un fantôme sur ce marché. Alors en revanche, pour ce qui est effectivement de l'attractivité, enfin en tout cas les investisseurs étrangers, il y a quand même une logique prudentielle, notamment des Européens, parce que toutes les sanctions ne sont pas levées. Celles qui sont levées, ce sont les sanctions onusiennes, bien sûr, les trains de sanctions onusiennes, notamment sur le pétrole. Mais c'est vrai qu'il y avait des sanctions unilatérales américaines qui, elles, ne sont pas levées. On a vu avec Trump que la question était loin d'être résolue. Donc ça veut dire que lorsqu'on est américain aujourd'hui, on ne peut pas s'installer en Iran. Quelles sont exactement les restrictions ? Pas seulement américains, c'est-à-dire que même des sociétés françaises, et d'ailleurs il y a le problème de la compliance dans les grandes banques, c'est-à-dire c'est les grandes banques qui refusent de financer aujourd'hui. Quand on voit la BNP qui a eu une amende record, justement pour violation de l'embargo, donc il y a une prudence très importante des banques françaises, ce qui hypothèque effectivement les possibilités de développement des entreprises qui voudraient
s'installer, même s'il y a évidemment le contrat Total, etc. Mais j'allais dire, c'est pas un épiphénomène, parce que symboliquement c'est fort, mais globalement, il y a l'idée qu'il faut faire très attention avec 2 critères, no US person, et no dollar transaction. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir un Américain dans l'opération d'investissement, et les opérations en dollars sont problématiques. Donc il y a une vraie prudence, effectivement, des investisseurs sur le marché iranien. Karim Sader, est-ce que justement ça limite cette ouverture iranienne, cette limitation du côté des Américains en tout cas ? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a une hésitation, il y a une grande prudence. Moi, je connais personnellement énormément d'investisseurs qui voudraient partir s'investir en Iran, mais ils ont peur. Et alors, il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui en ont fait des frais par le passé. Ils ont peur de cette situation assez floue. On ne connaît pas encore pour l'instant les vraies intentions de l'administration américaine concernant le futur des accords, d'abord sur le nucléaire, si elles vont être remises en question, et sur l'avenir des sanctions. Donc il y a des entreprises qui veulent y aller, mais qui ont peur de se retrouver au moment venu en porte-à-faux. Et c'est arrivé déjà malheureusement dans le passé. Je pense aussi qu'il y a aussi des facteurs, alors il y a des facteurs exogènes, on en a parlé, mais il y a des facteurs internes à l'économie iranienne. Alors depuis les accords, je pense qu'il y a des choses positives qui se sont produites, notamment la baisse de l'inflation, qui atteint à peu près aujourd'hui 10% contre 40% au plus haut, dans les années noires, on va dire, des sanctions. Le taux de chômage reste assez élevé, on est à peu près à 15-16%. Il y a beaucoup de jeunes diplômés qui sont au chômage, mais le souci dans cette politique de libéralisation que veut mener donc Hassan Rouhani pour attirer les investissements extérieurs, alors effectivement, il y a ce problème donc de l'ambiguïté de l'attitude américaine, mais il y a aussi un manque d'attractivité qui est lié au fait qu'il y a des acteurs de l'économie iranienne qui sont réticents à cette politique de privatisation et de libéralisation. Il ne faut pas oublier que... Vous parlez des passes d'Aran, par exemple ? Absolument, absolument. Je pense en particulier aux passes d'Aran. L'Iran, finalement, ressemble énormément, l'économie iranienne, à celle des pays de l'Est au lendemain de la chute de l'Union soviétique, qui a été une économie fermée pendant longtemps. Et l'Iran, asphyxié, au temps de son asphyxie financière, a eu besoin de recourir aux passes d'Aran, qui aujourd'hui contrôlent des pans entiers de l'économie et qui ont des avantages fiscaux importants. Donc pour eux, cette politique de libéralisation, ils y sont forcément réticents. Et c'est ce qui aussi fait que donc ces réformes tardent et donc ralentissent l'investissement extérieur. Et ça ralentit effectivement la croissance iranienne également. Clarence Rodriguez, il faudrait revenir tout de même sur cet épisode cette semaine, enfin depuis 15 jours, de Saad Hariri, cette démission surprise annoncée du Premier ministre libanais qui a annoncé d'Arabie Saoudite. On a beaucoup parlé justement de la dépendance, enfin même que le Premier ministre libanais était presque l'otage de l'Arabie Saoudite. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les chiffres, eh bien, il y a une dépendance finalement très importante du Liban à l'égard de l'Arabie Saoudite. En ce qui concerne Saad Hariri, puisque voilà, il est quand même premier ministre démissionnaire, mais qui n'a pas été accepté d'ailleurs par qui a suspendu voilà. sa démission. Et là aussi, ça fait partie de la stratégie économique et politique, il faut quand même le dire. Mais pour revenir à Saad Hariri, n'oublions pas, c'est le fils de feu Rafik Hariri, qui avait monté un empire avec notamment cette société de bâtiments Saoudi Auger, et qui a coulé, en juillet. Entreprise de bâtiments en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, absolument. 54 000 employés, dont pas mal de Français qui se sont retrouvés dans une situation désastreuse, en tous les cas. 54 000 et il y a une dette de plus de 4,5 milliards de dollars. Sachant qu'avant de fermer la porte au mois de juillet, la porte de cette entreprise, le gouvernement saoudien devait entre 7 et 8 milliards de dollars à la société de BTP. Et les Saoudiens n'ont jamais voulu donc payer ces lettres de créance pour Rafik Hariri. Donc on le voit bien, si vous voulez, cette société qui était quand même le fleuron a périclité parce que... Alors, on parle beaucoup aussi, c'est la raison pour laquelle il est resté, on dit détention, etc., mais il est resté longtemps donc, en Arabie Saoudite, parce qu'on lui a retiré quand même le passeport, parce qu'il ne faut pas oublier que Saad Hariri... Le passeport saoudien. Oui, parce que Saad Hariri a la double nationalité, saoudo
libanaise. Donc il a remis donc son passeport au prince Mohammed bin Salman. Donc pour le coup, il avait des comptes à rendre à son prince. C'est ça qui est quand même important de préciser. David Rigoulet-Rose, ce qu'on voit aussi, c'est que 35 à 40% de l'argent renvoyé donc, du Liban par les émigrés libanais provient du Golfe. Et c'est l'équivalent de 6 à 7 milliards d'euros. Enfin, oui, pour ne parler que de l'Arabie Saoudite, il y aurait 160 000 Libanais qui travailleraient en Arabie Saoudite. Donc c'est une manne financière qui en retour. Et effectivement, il y a une dette très importante au Liban. Et la balance des paiements permet, il y a un relatif équilibre qui est assuré justement par ces transferts financiers des expatriés libanais en Arabie Saoudite et dans le Golfe plus généralement. Donc c'est effectivement un sujet très sensible pour le Liban. Il y a une menace d'embargo d'ailleurs de la part de l'Arabie Saoudite. C'est effectivement un moyen de pression qui n'est pas négligeable et qui a été intégré justement dans les événements récents. Karim Sader, vous êtes d'accord? On a intégré, les Libanais ont intégré obligé d'intégrer cette variable de la part de l'Arabie Saoudite, cette menace d'ailleurs de l'embargo qu'ils avaient brandi contre le Liban dans toute cette séquence de Saad Hariri. Oui, mais je pense que pour l'instant, ce sont des discours. C'est pas si évident que ça. Hein. Il est vrai qu'il y a au total dans le Golfe 500 000 Libanais qui travaillent donc dans la région et qui sont qui apportent énormément à l'économie libanaise. Mais ils sont aussi un apport pour l'économie saoudienne. Et l'Arabie Saoudite ne peut pas se passer si facilement des Libanais qui sont en général des travailleurs hautement qualifiés. Hein. Ce n'est pas de la main-d'œuvre comme celle de l'Asie, par exemple, ou des ouvriers qui sont en rotation. Donc ça, c'est de 1. Et de 2, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une désescalade dans cette affaire. Donc le temps des menaces et des discours musclés, je pense, est derrière nous, fort heureusement. Ça a été marqué par le retour de Saad Hariri au Liban. Et je pense que ce retour a été fait en coopération avec l'Arabie Saoudite, qui est consciente du fait qu'elle est allée un peu trop loin dans la provocation, c'est le moins qu'on puisse dire, s'est rendu compte et a pris conscience que cette politique impulsive, ou ces actes impulsifs du prince héritier Mohammed Ben Salman ne sont pas de bon augure. Parce que finalement, il y a une interdépendance en plus. Il y a une interdépendance, c'est ce que vous décrivez. Pas absolument, c'est ce qu'il faut souligner. Il y a une interdépendance et ce n'est pas si évident pour ça que l'Arabie Saoudite, comme ça, coupe les liens économiques avec le Liban et avec les travailleurs expatriés libanais. Il nous reste 1 minute. Alors, il n'empêche que quand même, le prince héritier, Mohammed bin Salman, cherche à récupérer quand même 100 milliards de dollars et il a des soupçons qui auraient été, si vous voulez, auraient été récupérés par le clan Feu Abdallah. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu cette purge anti-corruption le 4 novembre dernier. Où il faut rappeler qu'il a mis en prison un certain nombre de ministres, des milliardaires d'ailleurs, dont Al-Walid bin Talal, non des moindres. Donc si vous voulez, il cherche par tous les moyens à récupérer, donc c'est pas rien quand même, 100 milliards de dollars. Mais en les emprisonnant, il peut réussir à récupérer. Parce qu'ils parlent entre eux, les uns et les autres, si vous voulez, voilà, je veux dire qu'il y a de la délation, ils se parlent entre eux. Et justement, Saad Hariri a été aussi interrogé par le procureur général de Riyad avant qu'il ne parte en France la semaine dernière. Merci Clarence Rodriguez d'avoir été avec nous, David Rigoulet-Rose, et merci à vous en duplex de Beyrouth, Karim Sader. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.